confirme certaines orientations clés que nous avions très tôt identifiées, à savoir, le droit commun doit rester l'unique porte d'entrée pour professionnaliser les publics éloignés de l'emploi. Pour exemple, les référentiels métiers pour la reconnaissance des acquis de l'expérience, les référentiels de certification pour accéder à des certificats, des titres professionnels ou encore des diplômes. Et pour deuxième orientation, le droit commun, pour être accessible aux travailleurs d'ESAT, doit être accompagné par le secteur spécialisé qui a développé une expertise au contact des publics avec, pour exemple, les référentiels métiers pour la reconnaissance des acquis de l'expérience ont été déclinés en actions concrètes en partenariat avec l'éducation nationale et l'agriculture. Les parcours de certification, ensuite, ont fait l'objet d'une dérogation, notamment de la Directe ou de la DREST aujourd'hui, pour y inscrire notamment le rôle de l'encadrant dans le développement des compétences et le rôle de transcripteur nécessaire pour des personnes qui n'accèdent pas toujours à l'écrit. La validation des acquis de l'expérience, enfin, fait l'objet d'une expérimentation, donc intégrant notamment un rôle renforcé des ESAT eux-mêmes et l'appui d'un tiers extérieur tout au long du parcours, en l'occurrence l'éducation nationale et le CREAI pour cette action. Mais tout cela, finalement, pour quel impact? Si je prends référence aux travaux notamment de Guy Le Borteuf et de Richard Witowski, donc deux professionnels internationalement reconnus et consultés, professionnaliser, c'est l'affaire de tous. Professionnaliser désigne l'ensemble des moyens ou activités permettant de construire et de développer ses compétences. L'idée de professionnalisation, on la retrouve à la fois dans le travail et dans la formation. Elle nécessite dès lors, de la part des professionnels, d'organiser et de faire vivre une véritable alternance productrice de compétences et non pas la simple juxtaposition, finalement, de temps de formation et de travail déconnectés entre eux. C'est bien sur ces principes, finalement, qu'ont été construits les parcours de reconnaissance et de qualification que je vous ai présentés avant. L'organisation apprenante, quant à elle, reste au service du développement des compétences. Elle se développe par une logique de fonctionnement reposant sur l'apprentissage de tous les acteurs, à tous les niveaux hiérarchiques. Créer les conditions d'appartenance donc en ESAT revient, donc, si je m'appuie sur Peter Senge, donc professeur en management et auteur, à des organisations où les gens développent de façon continue leur capacité à créer les résultats qu'ils souhaitent, finalement, où de nouveaux modèles de pensée émergent, où les aspirations collectives sont libérées et où les gens apprennent en permanence à apprendre ensemble. Les actions que je vous ai présentées en page 2, et je peux y revenir peut-être, voilà, en page 2, donc s'inscrivent sur ces principes. Pour exemple, dans le cadre de la RAE, les référentiels ont été adaptés avec des encadrants. La formation ensuite de tous les membres d'une organisation demeure une condition et on travaille actuellement sur une application donc qui est en cours de réalisation pour rendre encore plus accessible finalement l'auto-évaluation des travailleurs sur les référentiels métiers et donc qui est réalisée avec des encadrants et soumise à critique auprès des travailleurs. Si je prends l'exemple de la certification, donc elle implique notamment les travailleurs en formation, les encadrants en renfort de compétences et la DREST donc pour valider donc le dossier de synthèse de pratique professionnelle. Et finalement, il en est de même pour la reconnaissance pour la VAE donc renforcée. Enfin, renforcer le pouvoir d'agir. Cela revient donc à donner les conditions aux personnes accompagnées à être à la fois acteurs et co-responsables. L'action donc que vous voyez donc PRAP, qui est une prévention des risques liés à l'activité physique, donc en étant une belle démonstration, plaçant finalement le travailleur comme acteur et co-responsable de sa sécurité à son poste de travail. Mais elle implique aussi les encadrants, le responsable sécurité en référence ou en modification donc du document unique d'évaluation des risques professionnels, et bien entendu la direction pour accompagner donc les changements et les investissements.
Pour conclure dans cette introduction que j'espère aux échanges, donc quelles perspectives pour demain? J'en retiens 4. À savoir, d'abord, le champ de la professionnalisation reste à investir. Tous les ESAT ne sont pas égaux dans cette dynamique et il faut les accompagner. Des réseaux existants comme ceux de Différents et Compétents ou celui que nous conduisons avec l'OPCO Santé autour de la formation et l'accès à la qualification y contribuent, travaillant notamment à l'ingénierie des parcours avec les acteurs de droit commun et qui sont ensuite proposés largement donc à l'ensemble des ESAT et bien entendu aux travailleurs. Pour second point, la place du secteur protégé en appui du milieu ordinaire est également, de mon point de vue, déterminante. Cette expertise est insuffisamment soutenue par les politiques publiques. Henri-Jacques Sticker, anthropologue mais aussi sociologue et philosophe, évoquait dans l'un de ses ouvrages l'idée de créer une osmose entre le secteur spécialisé et le secteur dit ordinaire. Il proposait même, et je le cite, que le milieu spécialisé, pour une large part, agisse en milieu ordinaire et que le milieu ordinaire soit constamment soutenu, aidé, éclairé par l'expérience et le savoir-faire des professionnels spécialisés. C'est vraiment cette idée que je défends et dont nous faisons preuve finalement de sa pertinence dans les actions professionnalisantes décrites aujourd'hui. Pour troisième axe, l'accès à l'emploi pour guichet unique ne fait pas aujourd'hui l'unanimité auprès de tous les ESAT, mais l'idée fait son chemin. Là, cette fois, je m'appuie sur l'anthropologue Charles Gardou qui revendique l'idée d'une société inclusive qui est celle où nul n'est exproprié de la maison dite commune, ni déshérité de sa part du capital collectif, tout en mettant en garde la tentation de faire de l'inclusion, finalement, sans être inclusif. Être inclusif, supposant l'aménagement de la norme culturelle construite. Cet objectif permettrait notamment aux travailleurs des ESAT un accès aux mêmes droits et à un même statut, finalement, de salariés, les ESAT sans disparaître, j'insiste, une entreprise que les autres avec un environnement adapté pour professionnaliser notamment les publics les plus éloignés de l'emploi. L'ESAT devient est un environnement inclusif, ouvert aux droits communs, avec la perspective pour des travailleurs donc en ESAT de se professionnaliser donc au contact de salariés ou de demandeurs d'emploi ordinaires. Enfin, et j'en terminerai là, l'ESAT, un lieu de professionnalisation pour tous les publics éloignés de l'emploi, est également un objectif que je défends, qui permettrait à la fois de reconnaître l'expertise finalement développée au sein même des ESAT dans l'accompagnement à la professionnalisation des publics éloignés de l'emploi, et je parle bien de tous les publics éloignés de l'emploi, ce qui favoriserait également des logiques de décloisonnement, démystifiant d'un côté le handicap et les ESAT, et renforçant la mixité entre les publics, ouvrant plus encore l'accès aux droits communs à ces derniers, et l'envie de s'y confronter plus régulièrement, le milieu ordinaire de travail restant pour beaucoup de travailleurs un milieu beaucoup moins inclusif que celui des ESAT. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Richier, pour cette première intervention très concrète, très pragmatique et respectueuse du timing. Je vous propose de pouvoir poursuivre avec l'intervention de Madame Girard et ensuite on ira sur les échanges, le débat. Monsieur Richier, est-ce que vous pouvez arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Madame Girard, je vais vous laisser prendre la main et pouvoir partager votre diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il faut juste que vous puissiez mettre la configuration diaporama. Oui, alors je vais essayer. C'est dans l'onglet en haut, diaporama. Oui, mais sauf que là, je n'ai vous voyez la même configuration. D'accord. Donc, j'essaye de retrouver. Tout en bas, dans paramètres d'affichage, en bas à droite.
j'ai plus du tout. Alors, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez arrêter le partage d'écran et puis je vais mettre Attendez, de mon je vais côté votre essayer. support. Parce que là, en fait, je n'ai plus que les vignettes vidéo. Parce que nous, on voit bien votre diaporama, hein. Enfin, on est en mode… Bah, écoutez, si vous le voyez, Oui. alors, Alors, est-ce que là, il est en mode diaporama? Impeccable. Super. Oui. Eh bien, allons-y alors. Voilà. OK. Alors, il m'a été proposé de présenter notre plateforme d'emploi accompagné sur le territoire du Haut-Rhin. Donc, ce que je vais faire, alors pour rappel, je ne vais pas trop m'étendre sur l'emploi accompagné puisque je pense que ça a déjà été largement évoqué auparavant et puis ce n'est pas tout à fait l'objet, mais quand même pour rappel, donc c'est un dispositif issu de la loi du 8 août 2016, donc la loi dite travail, qui proposait de mettre en place des accompagnements vers et dans l'emploi pour des personnes handicapées, accompagnement à l'emploi accompagné d'un accompagnement médico-social pour le réaliser. Donc, c'était la création alors de fonctions de type référent de parcours, coordinateur de parcours, job coach, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Et pour quel public? Alors, des publics ciblés, des publics, alors notamment les jeunes sortant de l'environnement scolaire, on va dire classique ou spécialisé, les publics sortant des AT, des publics salariés, mais qui présentent des troubles spécifiques qui empêchaient le maintien dans l'emploi en général et donc avec beaucoup de ruptures de parcours, mais globalement aussi tous les publics porteurs de tout handicap qui souhaitaient s'insérer dans la vie professionnelle et qui avaient besoin d'accompagnement pour cela. Avec 4 modules donc, de réalisation, donc une évaluation médico-psychosociale et d'insertion de la personne et de la situation, la possibilité d'aider la personne donc, à élaborer et à valider un projet professionnel, l'assistance à la recherche d'emploi et l'accompagnement dans l'emploi, en sachant que ça peut se faire dans ce sens, mais finalement dans tous les sens, avec des allers-retours possibles. Alors, sur le territoire du Haut-Rhin, lorsque la loi est sortie, nous avons assez rapidement mis en place une première réunion parce que ce travail s'est fait autour et avec la MDPH. Donc, nous avons, avec la MDPH, invité les partenaires qui nous semblaient pouvoir répondre à cet appel à candidature qui avait été annoncé, dans l'idée de répondre aux besoins identifiés par la MDPH, puisque c'est elle qui avait pour vision les publics qui avaient le plus de nécessité. Donc, une première réunion a eu lieu pour susciter aussi l'envie de faire une réponse qui soit, pourquoi pas, commune. Donc, il y avait différents partenaires médico-sociaux sur le territoire. Le service public de l'emploi et notamment Cap Emploi était invité, la MDPH bien évidemment. Puis, l'appel à candidature est sorti et nous nous sommes réunis une seconde fois pour définir un plan d'action. Et 2 projets ont été proposés pour y répondre et répondre aux besoins de la MDPH. Donc, 2 projets, puisqu'il y avait sur le territoire un dispositif d'accompagnement de jeunes porteurs de troubles autistiques qui existait depuis 18 mois sous forme expérimentale et il paraît, ou un peu plus, je vois François cligner, donc un peu plus 3 ans 3 ans sur le territoire et l'emploi accompagné, donc faire converger ce dispositif vers l'emploi accompagné permettait de le pérenniser et de le développer. Et d'un autre côté, plusieurs structures ont décidé de se réunir pour répondre à tous les autres besoins identifiés par la MDPH. Donc, ces autres structures, c'était donc le centre de réadaptation que je représente aujourd'hui pour tout handicap. Donc, porteur d'un établissement de réadaptation professionnelle, nous avons déjà l'habitude d'accueillir tout type de handicap, avec Santé mentale Alsace pour l'accompagnement des troubles psychiques,
la Fondation Le Phare pour la déficience sensorielle et la dysphasie et l'ADAPI Papillon Blanc du Haut-Rhin pour la déficience intellectuelle. Donc voilà les réponses que nous avons proposées et qui ont été retenues sur le territoire. Alors, étant donné que nous étions autour et avec la MDPH dès le démarrage et avec Cap Emploi, nous avons finalement gardé un fonctionnement parallèle pendant toutes les premières années, avec, dans les deux cas, la nécessité de discuter des situations des personnes qui nous étaient envoyées en section spécialisée de la Commission des droits et de l'autonomie. Ce qui permettait d'avoir l'antériorité du parcours de la personne et puis de pouvoir discuter aussi de la situation médicale et de pouvoir tenir la MDPH informée de l'évolution des parcours. Et dans le cas des deux dispositifs, nous pouvions accompagner donc sur les 4 modules proposés avec nos équipes qui sont déjà des équipes médico-sociales et d'insertion. En 2019, un dispositif s'est créé, alors qui n'est pas un dispositif d'emploi accompagné, mais un dispositif d'accompagnement vers l'emploi. Une association du territoire a souhaité créer un dispositif répondant à des besoins identifiés sur son territoire. Alors, un territoire géographique un peu précis, puisque c'est le territoire de la vallée de la Turdolaire, et sur des problématiques qui avaient été envisagées sur leur terrain, du handicap invisible, on va dire, avec majoritairement de la déficience intellectuelle, mais également troubles psychiques, troubles autistiques, avec effectivement cette particularité de personnes plutôt jeunes et évoluant sur ce bassin local. En avril 2021, nous avons été invités à repenser l'emploi accompagné. Donc, oui, il nous a été redit que l'emploi accompagné restait une priorité, que c'était bien nécessaire, mais en revanche, des freins avaient été identifiés, avec notamment une caractérisation des dispositifs qui n'était pas suffisante, une organisation territoriale qui n'était pas optimale, un pilotage national et territorial insuffisant et inégal, et je ne vois pas la fin de mon discours, voilà, et un suivi hétérogène. Je vais un petit peu bouger mon dispositif, mon portable. Sur le territoire du Haut-Rhin, alors on était deux porteurs sur l'ensemble de la région. Il a fallu 2 appels à candidature pour couvrir l'ensemble des départements. Donc, en termes effectivement de répartition territoriale, il y avait des choses à faire. Et donc, il a été proposé 3 changements, donc une définition commune de l'emploi accompagné sur l'ensemble du territoire national, une communication commune avec un logo qui représente à la fois donc, la personne accompagnée par la cible entreprise et par l'accompagnant initial, donc le prescripteur. Et puis, et c'est pour ça que nous sommes là, le passage en plateforme d'emploi accompagné. Alors, un passage en plateforme qui impliquait une coopération des différents acteurs du territoire, mais qui tenait compte aussi de la place de la MDPH et du service public de l'emploi. Donc, la réponse sur le Haut-Rhin, lorsque donc, le passage en plateforme a été annoncé, nous nous sommes à nouveau réunis, alors cette fois entre les porteurs, donc le SAVE Saint-Clair et le centre de réadaptation de Mulhouse, avec également l'AMDPH et le service public de l'emploi pour une nouvelle fois trouver une réponse adaptée. Nous avons rédigé un projet en juin, envoyé à l'ARS en juillet. Et en octobre, l'ARS donc, nous a fait part de la satisfaction par rapport au projet, mais nous a suggéré d'inclure également le dispositif d'accompagnement vers l'emploi, donc Sésame Emploi. Donc, nous nous sommes réunis avec Sésame Emploi, nous l'avons intégré dans le dispositif et en novembre, donc, nous avons signé la convention de passage en plateforme emploi accompagné.
La plateforme réunit donc les porteurs initiaux et les partenaires que sont donc toujours le SAVE Saint-Clair qui accompagne le public porteur de TSA, le centre de réadaptation de Mulhouse qui a été désigné chef de file de la plateforme et qui continue à couvrir l'ensemble des handicaps qui ne sont pas couverts par les autres dispositifs, Santé mentale Alsace pour le handicap psychique et César Emploi pour la déficience intellectuelle. Alors, le choix de réunion de ces partenaires a été fait aussi sur le constat des premières années que les autres dispositifs n'avaient pas été sollicités de 2018 à 2021. Donc, voilà, ça s'est réorganisé ainsi pour le passage en plateforme. Donc, nous proposons une réponse complète qui couvre les 4 modules. Donc de l'accompagnement vers et dans l'emploi et sur l'ensemble du département. Donc cette fois-ci, il n'est plus question de territoire ciblé, mais de l'ensemble du département, en nous appuyant donc sur nos 4 dispositifs, mais également sur les structures locales, sachant que le service public de l'emploi et d'autres structures peuvent nous accueillir pour que nous agissions au plus près des besoins des personnes. Bien entendu, la plateforme, en plus des partenaires et porteurs, intègre l'AMDPH et le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi. Le rapprochement a rendu encore plus facile le travail avec donc aujourd'hui les teams handicap et les missions locales. Et les discussions s'appuient toujours sur les sections spécialisées emploi-formation de la Commission des droits et de l'autonomie. Donc, nous nous réunissons 2 fois par mois, une fois à Colmar, une fois à Mulhouse, pour discuter de toutes les situations pour lesquelles il y a une demande d'emploi accompagné, mais plus globalement pour toutes les situations pour lesquelles se pose la question de quel serait le meilleur accompagnement pour une personne handicapée dans son insertion professionnelle. Alors, pourquoi les discussions en section spécialisée? Parce que la section spécialisée coordonne déjà l'ensemble des acteurs qui peuvent interagir sur le parcours d'un bénéficiaire. Le service public de l'emploi, les associations spécialisées, les centres hospitaliers, les services sociaux, les associations de personnes handicapées et différents partenaires de la MDPH. La section spécialisée se réunit pour donner la réponse la plus adaptée aux personnes, permet de tenir compte de la situation médicale et permet aussi de faire converger toutes les informations sur le parcours des personnes. Lorsque nous sommes invités à participer aux sections spécialisées, eh bien, nous avons en amont la liste des personnes dont on va discuter et nous pouvons chacun amener notre propre connaissance de la personne, ce qui va nous permettre de pouvoir déjà avoir une idée de son parcours, ce qui a été fait auparavant, où elle est inscrite, où elle n'est pas inscrite, où elle pourrait l'être, etc. Alors, le fonctionnement de la plateforme emploi accompagné. Donc, il y a un besoin identifié par des personnes, on va dire par les personnes elles-mêmes, les bénéficiaires eux-mêmes, par les accompagnants. Donc, les accompagnants peuvent être les employeurs, peuvent être le service public de l'emploi, peuvent être tout accompagnant sur le territoire. Et ce besoin est remonté, alors soit directement à la maison départementale des personnes handicapées, comme auparavant, on va dire via le formulaire ad hoc, mais également peuvent être remontés au chef de file via une fiche de prescription que nous avons élaborée, en sachant que ces fiches de prescription vont être transmises à la MDPH, alors non pas pour créer un dossier, mais pour qu'on puisse en discuter en section et échanger sur les situations. Lors de la section spécialisée, donc, nous discutons
de la meilleure réponse à donner et en retour, eh bien, nous transmettons cette réponse au bénéficiaire, mais également à son accompagnant. Alors, la réponse emploi accompagné vient forcément en subsidiarité du droit commun. La discussion permet d'identifier comment la personne est accompagnée, ce qu'elle a déjà fait. Et pour les personnes qui ne seraient pas encore accompagnées par le droit commun, c'est déjà sous réserve qu'effectivement ce soit possible, elles puissent être orientées et accompagnées sur les prestations de droit commun. Si ces prestations de droit commun ne devaient pas permettre un accompagnement suffisant, eh bien, est proposée à la personne une prestation d'appui spécifique, et auquel cas les partenaires donc, du service public de l'emploi qui participent à la section spécialisée peuvent faire le lien pour accompagner la personne vers une prestation d'appui spécifique. Et si les prestations d'appui spécifiques, alors soit ont été sollicitées et arrivent à terme et pour lesquelles il y a encore besoin d'accompagnement, soit alors semblent ne pas convenir, eh bien, en dernier lieu, c'est l'emploi accompagné qui est proposé avec une orientation eh bien, en fonction de la problématique sur Saint-Clair, le CRM Santé Mentale Alsace ou le dispositif Sésame Emploi qui est porté par l'association Au Fil de la Vie. Madame Girard, je me permets, il vous reste 1-2 minutes. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on ne va pas passer le témoignage. Hop, je vais l'arrêter. Et j'en avais fini, en fait. Donc, on va pouvoir… D'accord, je suis désolée. Passer… Ben non, mais vous m'aviez prévenu. Pour qu'on puisse laisser aussi une part d'échange aux échanges, notamment. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé, tout comme M. Richier, très concret et très accessible au niveau du fonctionnement de votre plateforme actuelle.